Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation à ce podcast. On est très contents en tout cas nous de t'accueillir. Merci à vous. Plaisir partagé. Et du coup pour commencer, est-ce que toi tu pourrais raconter un petit peu ton parcours pour qu'on puisse ensuite discuter là-dessus? Oui. Moi je trouve qu'il est assez classique mon parcours, mais peut-être moins pour être aujourd'hui DRH, mais du coup j'ai commencé il y a 20 ans chez Mazars, après une école de commerce, un stage de fin d'études en audit, parce que j'ai commencé ma carrière en tant qu'auditrice financière, donc rien à voir avec les ressources humaines, mais j'ai tout de suite eu un coup de cœur avec cette entreprise où je me suis dit je veux absolument travailler chez Mazars. Je pense que ça aurait pu à l'époque me proposer n'importe quoi, c'était l'audit, mais voilà, j'ai eu tout de suite un attachement à cette organisation, par rapport aux personnes que j'ai rencontrées. J'ai commencé ma carrière comme ça et en fait très rapidement je me suis rendu compte que j'aimais collaborer et contribuer plus largement, et j'ai eu une opportunité au bout de quelques années de rejoindre la fonction RH pour une création de poste, parce qu'en tant qu'auditrice j'étais très très impliquée. J'ai toujours aimé le management, j'ai toujours aimé l'animation d'équipe, un peu à l'image de j'étais en BDE en école de commerce, j'ai toujours aimé être dans l'animation au cœur des équipes, donc ça m'a paru un peu naturel, et surtout une belle orientation pour toujours développer mes compétences. Moi, je pense que je n'ai jamais envisagé un jour avoir le rôle de DRH chez Mazars. Et donc, je me suis toujours plutôt dit, quelles compétences tu as envie de développer. On prône l'employabilité. Quelles compétences Mazars va t'aider à développer pour ton futur. En fait, honnêtement, quand j'ai commencé, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Comme beaucoup, je pense. Et donc, je suis arrivée dans les ressources humaines. Et là, j'ai eu plusieurs temps forts. Alors d'abord, j'ai eu un premier temps après quelques années, les RH, c'était pas ce à quoi j'aspirais. En tout cas, j'ai eu une petite crise de sens. Parce que je m'attendais à être vraiment au service des autres, et du coup aussi être dans un métier extrêmement valorisant et utile pour les autres. Je me suis rendu compte que le regard des gens sur la fonction RH était déjà pas celle-ci, pas ce regard-là. Du coup, j'ai voulu partir en fait de Mazars. Et à ce moment-là, ça a créé un peu un électrochoc, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quelque part dans ma fuite, je recherchais des choses, mais que, en fait, j'ai réussi à mettre en œuvre chez Mazars par un changement de mindset qui est plus fais ce que tu penses que les autres attendent de toi pour faire plaisir, pour bien travailler. Mais je me suis, je pense, autorisée à ce moment-là à davantage être moi-même et peut-être proposer autre chose en me disant de toute façon ça passe ou ça casse. Si ça plaît pas, t'es sur le départ, t'iras faire autre chose. Et en fait, ça a été tout le contraire. Donc moi, en tout cas moi personnellement, ça m'a beaucoup libérée je me suis autorisée à peut-être proposer des idées, avoir ma propre vision, et on m'a laissé la chance de construire aussi la vision que j'avais pour la fonction RH. Et donc j'ai commencé par le développement des talents, mais très vite je suis arrivée il y a presque 10 ans sur la création d'une fonction qui s'appelait Innovation RH, qui n'existait pas du tout à l'époque dans la fonction RH. D'ailleurs, quand on m'a dit mais vas-y crée Innovation RH, la première question que je me suis dit c'est mais en fait je mets quoi dedans en fait. J'avais personne sur le marché, personne qui avait ce métier-là, et du coup j'ai travaillé à la fois sur les sujets d'acculturation à l'innovation salariée, comment faire de nos collaborateurs notre plus grande richesse, et aussi en termes d'innovation. Et après aussi beaucoup travaillé sur les startups, l'innovation dans la fonction RH, quelle posture pour la fonction RH, comment on en fait une fonction user-centric. Si on veut être au service des autres, il faut penser client. Et c'est vrai que mon passif en tant qu'ancienne opérationnelle m'a beaucoup aidé, parce que c'était très naturel pour moi de me mettre à leur place. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça a été un moment fort. Et ensuite, je suis venue au métier plus classique des ressources humaines. Donc j'étais déjà un pied dans le développement des talents, j'ai découvert le recrutement, la marque employeur, la data, et du coup depuis 3 ans je suis DRH. J'ai pris la succession de mon prédécesseur qui était pendant 20 ans l'ancien DRH, qui m'a formé pendant plus de 15 ans. Donc ça c'était une concrétisation en soi. Et puis aussi rapidement j'ai pu prendre des fonctions en dehors de Mazars. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'être présidente du Lab RH et donc très très active aussi dans l'écosystème de la tech RH. Ça fait un parcours bien rempli effectivement, et de ce que j'ai compris, oui, t'es passé par beaucoup de phases de la gestion de carrière, la directrice d'innovation, de l'innovation RH comme tu dis, au recrutement, au développement des talents.
Qu'est-ce que ces différentes choses t'ont apporté? Est-ce que c'est très différent de travailler dans le recrutement par rapport à travailler dans l'innovation RH, le développement des talents? En fait, pour moi, ça a été vraiment extrêmement important. Alors, je pense que c'est mon tempérament. J'ai besoin de connaître pour me sentir légitime. Ou en tous les cas, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur dès lors qu'il faut se positionner sur des choses que je n'ai pas par moi-même expérimentées. Donc, en fait, c'est très important pour moi de passer par les métiers pour en parler. Et donc, de faire tous ces métiers-là m'a vraiment apporté une vision 360 de la fonction RH. Et quand je suis ensuite arrivée sur les sujets de marque employeur qu'on associe souvent à la communication, mais la communication n'est que la déclinaison d'une marque employeur. Pour moi, une marque employeur, c'est d'abord une stratégie RH. Et en fait, si on veut avoir une bonne stratégie RH, elle doit être sans couture, de l'amont, de l'expérience candidat, l'expérience collaborateur, jusqu'à même l'après. On a des alumni, comment on fait vivre ça. Et en fait, j'ai remarqué, et d'ailleurs à mon arrivée dans la fonction, c'était assez siloté. Et donc, il y avait beaucoup d'incompréhension et des dysfonctionnements. On peut pas apporter beaucoup de sens à notre mission si on n'en a pas cette vision et cette compréhension globale. Donc pour moi, ça m'a énormément aidé aujourd'hui à être capable d'orchestrer une stratégie 360 et d'apporter surtout du sens. Le recrutement doit se nourrir de ce qui est fait en interne. L'interne doit être la continuité de ce qu'on vend aux candidats. On peut pas aujourd'hui faire des RH sans outils, sans data. Dans l'expérience collaborateur, il y a aussi les opérations qu'on appelle souvent de back-office régaliennes qui sont extrêmement importantes, comme dans la vie d'un collaborateur. La paye, on se dit voilà, c'est le minimum. Ouais, mais c'est extrêmement important, de même que l'accueil, même la gestion administrative de son parcours. Et donc, je pense que ça m'a amené aussi un profond respect pour chacun des métiers. En fait, pour moi, il n'y a pas de métier plus noble que d'autres. Or, souvent, on veut opposer les métiers dans la fonction RH. Il y a les métiers nobles et ceux qui sont perçus comme moins nobles. Mais une bonne expérience, c'est quand tout le monde est vraiment aligné sur cette mission-là. Donc, il y a vraiment beaucoup d'affection pour chacun des métiers et un grand respect sur l'importance de leur rôle dans la chaîne de valeur RH. Et je reviens sur ce que tu disais, le fait d'instiller un peu l'entrepreneuriat ou cette audace aux salariés et aux collaborateurs Mazars plus largement. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une sorte de division intrapreneuriat pour pousser les gens à entreprendre? Est-ce que ça se fait via d'autres leviers? C'est comme ça qu'on l'a créé, mais en fait l'enjeu c'était, pour moi c'est d'abord un mindset, c'est un sujet culturel d'une organisation. Est-ce que on se sent autorisé, encouragé? Après bien sûr il y a aussi les dispositifs qui aident à outiller les collaborateurs qui veulent entreprendre, mais c'est d'abord pour moi un sujet de culture. Et donc l'enjeu premier c'était déjà de rendre ça possible, de mettre en visibilité. Donc c'est passé par à l'époque, il y a 10 ans, des hackathons d'entreprises pour faire craquer des gros sujets business par nos collaborateurs. C'était de la mise en place de programmes intrapreneuriaux avec par exemple des dispositifs d'accompagnement pour comment je fais un canevas de valeur, c'est qui mes parties prenantes. En fait, en France, on est très fort pour avoir des idées, mais c'est très difficile de les mettre en œuvre. Et en fait, souvent, d'ailleurs, je me suis beaucoup questionnée sur le sujet d'innovation, parce que souvent, les directions de l'innovation, il y a un patron de l'innovation, mais en fait, je me dis, mais qui est légitime pour se dire, c'est moi qui ai les bonnes idées et les tiennes, elles sont bonnes ou mauvaises? Moi, je crois beaucoup à la force du groupe, au fait de dire si un grand courant pense ça, en fait, il y a un moment, pourquoi il serait moins pertinent que mon avis à moi? Donc, j'ai souhaité aussi démocratiser cet accès à l'innovation en disant c'est pas un service, c'est d'abord tout le monde a un rôle à jouer. Et après sur les sujets d'innovation, il y a souvent le sujet de l'idée. On pense en France que ce qui est très important c'est d'avoir l'idée. Les brevets, faut projeter, c'est moi qui ai eu l'idée. Mais en fait, on peut avoir une super idée et être incapable de la mettre en œuvre. Et parfois, d'une idée peut-être plus classique, on a une capacité à mettre ça en œuvre qui rend les choses magiques, extrêmement innovantes et différenciantes. Donc moi, j'aime beaucoup le faire. Donc c'est vrai que je suis aussi très opérationnelle. On me dit, mais en tant que DRH, j'aime beaucoup être sur le terrain. J'ai besoin de parler des métiers. Il y a beaucoup de choses que je fais moi-même en tant que DRH. Je vois des gens pour leur onboarding, pour des départs, pour des enjeux de carrière. En fait, ça c'est extrêmement important parce que je suis beaucoup dans le faire. Pour moi, le faire apporte de la légitimité en règle générale. C'est une très bonne chose. Justement, là, ma question suivante, c'était de savoir quel est le quotidien d'une DRH en fait, d'un grand cabinet de conseil d'audit comme ça.
pas forcément évident d'y répondre parce que non, en c'est plus jamais, je veux dire la réponse est aucune journée mais... En plus je pense que d'une organisation à une autre, je suis pas sûre de faire exactement la même chose, que mes homologues soient dans des cabinets concurrents ou d'autres, ça dépend aussi de la culture. Moi c'est vrai que j'affectionne aujourd'hui cette fonction chez Mazars parce que déjà culturellement, c'est un aspect extrêmement important dans notre culture d'entreprise. Donc la fonction, et c'est pas moi, mais la fonction elle-même est très importante. Elle a du coup une grande liberté d'action. Elle est censée porter une vision, pas seule, mais en tout cas être celle aussi qui porte la vision de l'organisation d'un point de vue humain et social. Et donc, je trouve ça extrêmement vertueux. Pour moi, en tout cas, ça a beaucoup de sens cette fonction-là. Et après, aujourd'hui, j'ai à la fois des choses extrêmement opérationnelles. Les évaluations, les politiques de rémunération, les politiques de bonus, tout ça en fait je suis alors pas toute seule mais très clairement en prise directe sur ces sujets. Et après en tant que DRH, il y a aussi tous les on va dire les exercices de représenter dans les instances de direction, être au comité exécutif, toutes les interventions auprès de nos collaborateurs, les moments importants de l'année, et voilà. Et puis aujourd'hui aussi un rôle très important de représentation de l'organisation à l'extérieur. C'est encore une fois, c'est pas réservé exclusif au rôle du DRH, mais le DRH doit être le premier VRP de son organisation. Et donc, c'est vrai que j'ai aussi que c'est un exercice que j'aime bien, donc c'est plutôt plaisant aussi de pouvoir faire des choses à la fois utiles et qu'on aime bien. Mais aujourd'hui, je suis aussi mandatée pour aller parler de Mazars, parler aux candidats, parler au marché. Parler de façon très 360 sur c'est quoi notre projet d'entreprise d'un point de vue humain. D'accord. Et alors, tu es là-bas depuis 2004, si j'ai bien compris. Question aussi compliquée, hein, évidemment, mais qu'est-ce qui a changé selon toi chez Mazars depuis 2004, que ce soit en termes de culture, de nombre de collaborateurs, tout a changé. Tout a changé, sauf l'axe fondamental qui est nos valeurs et notre projet humain, dans le sens où on est une organisation où nos talents, nos équipes sont vraiment notre plus grande richesse. Donc je pense qu'on est très respectueux et responsable comme employeur. En tout cas, j'y œuvre tous les jours. Encore une fois, faut aussi avec humilité, c'est jamais parfait, mais tendre vers la perfection ou toujours le mieux. Et c'est un vrai souci porté par notre direction, porté par notre CEO. Donc d'ailleurs c'est un sujet très important pour moi, un alignement très fort entre ma manière peut-être de voir les choses et celle de notre CEO, parce qu'on peut pas fonctionner si on n'est pas totalement aligné. Et ça c'est un vrai soutien et une grande satisfaction, je pense, au quotidien. Et donc il y a aussi une confiance réciproque dans la capacité à pouvoir parler de tout librement, puisqu'en fait on se sent aligné sur là où on veut emmener l'entreprise. Donc ça c'est vraiment très important pour moi. Et donc tout a changé. On était un peu plus d'1 millier, on va bientôt être 5000. On recrutait à l'époque quelques centaines. L'année dernière, on a recruté 2000 personnes. Les métiers n'ont plus rien à voir. On s'est énormément diversifié. La modernité, souvent aussi, on apporte des étiquettes au cabinet. Mais chez Mazars, c'est quand même, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé il y a 20 ans et ces choses-là auraient semblé complètement futuristes aujourd'hui dans la manière de travailler. Parce que Mazars a su, je dirais, épouser les évolutions sociétales aussi et du coup ne pas rester dans ses partis pris, mais savoir vivre en fonction de l'évolution des attentes de nos collaborateurs. Les générations ont changé, les modes de travail ont changé, les attentes, les aspirations. Donc tout ça a évolué, mais ce qui reste vraiment notre ADN, c'est nos valeurs humaines. Et ça n'a pas bougé, c'est toujours ce qui me motive aussi et je pense qu'il est facteur d'engagement chez Mazars. Et depuis 2004, mais même avant, que ce soit chez Mazars ou ailleurs, est-ce que tu as des rencontres très inspirantes que tu as eues pendant ta carrière, des gens qui t'ont appris des choses, dont tu as tiré des enseignements, ou des erreurs que tu as faites, ou de la même manière tu as tiré des enseignements? Bon, je sais qu'il y en a... Ouais, mais en fait c'est toujours dur, puis on se dit toujours, mince, faut pas que j'en oublie s'ils entendent le faute. Non, en fait... on pose souvent, c'est qui inspirant? J'ai envie de dire personne ou tout le monde, dans le sens où moi... mes rencontres de tous les jours m'inspirent. En fait, c'est quelque chose. J'aime trouver en chacun quelque chose que
envie d'apprendre en fait, en me disant tiens, sur cette personne-là, il y a ça dans son comportement, j'aimerais apprendre ça, Donc en fait, c'est la multitude de plein de rencontres qui m'ont amené jusque-là. J'ai quelques exemples, mais déjà mon prédécesseur, mon manager Martin Huer, pendant très longtemps, il m'a appris plein de choses. Aujourd'hui, c'est mes marottes, c'est-à-dire que je le vois me redire ça, c'est inscrit en moi et c'est des choses dans lesquelles ça résonnait énormément. Donc ça, une chose par exemple, c'est vaut mieux demander pardon que demander la permission. Ça c'est quelque chose où aujourd'hui, en fait, j'assumerai les conséquences de mes choix, mais n'aie pas peur, vas-y, pousse à fond tes convictions. Ça c'est beaucoup de choses dans la liberté d'entreprendre qu'il m'a transmise. À côté de ça, au sein de Mazars déjà, on a une autre personne qui s'appelle Laurent Chouin, qui est aussi assez connu dans le milieu RH, qui lui était quelqu'un, lui pour le coup est un vrai VRP, là, c'est-à-dire que c'est vraiment un professionnel de la communication et qui très tôt m'a dit mais tu sais c'est ça aussi ton job. Encore une fois à une époque où Twitter débarquait et m'a dit mais en fait tu dois être sur Twitter, tu dois être sur LinkedIn, tu as des followers, tu dois avoir pas être une influenceuse réussi, hein. Mais voilà. Alors ça a résonné, c'est plutôt quelque chose que j'aime bien, mais en fait résonné. À l'époque, encore une fois, c'était il y a 10 ans, la fonction RH était très peu communicante. J'ai adoré ça. Et puis je pense à une manager aussi qui a quitté Mazars, qui s'appelle Caroline Yaquet, qui elle m'a dit mais en fait on voit pas assez de toi dans ce que tu veux faire, c'est-à-dire en fait on veut pas voir la bonne professionnelle, on veut que tu laisses de ton empreinte à des choses. Donc en fait toutes ces petites rencontres et puis après j'ai tout l'écosystème du Lab RH aujourd'hui. Et voilà, des personnes comme Thomas Chardin, Jérémy Lamry, Michel Barabel, et puis tous mes homologues aussi que je rencontre. En fait, je ne fais que des rencontres inspirantes, mais c'est pas incarné par quelqu'un. C'est encore une fois, tout le monde à sa façon est inspirant. Je pense que tout le monde a en tout cas un talent, et j'aime bien. Je passe très peu de temps sur ce qu'il faut changer. C'est comme ça. J'aime bien voir tout de suite cette personne-là. Voilà, elle est bonne en ça, ou il y a quelque chose, et d'essayer de faire du picking pour essayer de me construire moi de ma façon, mais en m'inspirant forcément des autres. D'accord. Voilà. Le verre à moitié plein pour voir les personnes, c'est bien. Ouais, non, je pense. J'y crois en plus. Ouais. J'y crois vraiment. Je pense qu'on a tous des talents. Ouais, très bien. Et alors, si on prend un regard un petit peu plus sur le métier du conseil et de l'audit, maintenant, comment est-ce que tu vois, toi, la santé de ce secteur-là, audit et conseil, qui sont d'ailleurs deux secteurs différents? Comment est le secteur selon toi? Quelle est la tendance? Est-ce que c'est en croissance, en foisonnement ou en déclin? Alors c'est vrai que ça dépend des deux activités. On a un métier réglementé et un non réglementé, donc c'est sûr que quand on est un métier réglementé, quelque part son existence elle est durable. Enfin, c'est-à-dire tant que la réglementation nous dit. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu différent. L'audit financier ne connaît pas la crise au sens on a des clients, c'est une nécessité de se faire certifier. On était quand même en crise de métier en termes d'attractivité parce que ces métiers-là aujourd'hui sont très peu connus du grand public. C'est quoi faire de l'audit? C'est quoi être commissaire aux comptes? Pour certains, c'est des professions vintage, commissaire aux comptes. Ah bon, mais ça existe encore, ça sert à quoi? C'est pas du tout connu du grand public. Et en plus, aujourd'hui, avec parfois une image de l'économie, de la finance, qui est vue comme sale, capitalistique, forcément. Or, nous, on a un rôle de tiers de confiance. En fait, on vient protéger les actionnaires, et les actionnaires, c'est d'abord tous les particuliers qui, sans le vouloir, investissent leur épargne dans des actions. Donc, moi, je trouve qu'on a un métier qui a énormément de sens. Être responsable dans la vie économique, c'est extrêmement important. Il faut des régulateurs. On joue ce tiers de confiance. Maintenant, on a une vraie aubaine devant nous, c'est les sujets de CSRD. Donc, en fait, une nouvelle réglementation européenne qui fait que les entreprises vont devoir venir expliquer, justifier et voir aussi quelles opportunités elles peuvent saisir dans la manière de transformer leur modèle pour contribuer à un monde plus vertueux d'un point de vue social et environnemental. Ça, c'est honnêtement du pain béni pour nous, parce qu'en fait, aujourd'hui, en termes d'attractivité, c'est une chose de dire venez chez nous justifier les comptes et les profits d'une organisation. C'en est toute une autre de dire venez, on va aller voir s'ils ont des comportements vertueux dans la manière de produire, dans la manière de gérer leurs équipes, etc. Donc là, une forte attractivité, parce que quand on parle de quête de sens, aujourd'hui, pouvoir intervenir sur ces enjeux sociaux et environnementaux, c'est porteur pour beaucoup de monde. Donc, je dirais, on a
eu des belles années, mais le meilleur est encore à venir. Dans les métiers du conseil, c'est un peu différent. Je pense qu'il y a une vraie crise du conseil, mais comme sur plein d'autres sujets, c'est-à-dire en fait, est-ce que c'est pas des bullshit jobs? Post-Covid, on a entendu plein de choses sur les consultants. Beaucoup de consultants d'ailleurs ont quitté les cabinets en se disant mais en fait là, quand je suis en mission chez un client peut-être qui n'est pas connu comme le plus vertueux, est-ce que ça a du sens? Est-ce que j'ai envie de travailler? Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui qu'on adresse chez Mazars, mais dans l'ensemble des cabinets. C'est-à-dire, en fait, de plus en plus, on va être questionné par nos équipes sur quel client on adresse. Ça n'est pas réglementé. On choisit nos clients, on choisit les offres qu'on adresse. Est-ce qu'on a des choix éthiques dans la manière d'adresser nos missions? Donc ça, c'est un premier sujet sur le sens même du métier. Et ensuite, on a quand même deux crises aujourd'hui qui viennent. Alors une qui est plus de notre industrie, les cabinets. C'est pas tant l'audit et le conseil, c'est que les cabinets, l'organisation cabinet est clairement en désamour des candidats. Faut dire aussi que pendant des années, moi j'ai commencé en 2004, si on revient même dans les années 80, oui, les cabinets, c'est comme les cabinets d'avocats, les banques d'affaires, c'est très vertical, c'est très statutaire, c'est comme à l'armée, c'est marche ou crève, c'est le bâton à la carotte. On a entendu tellement de choses, et c'est vrai qu'à une époque, ça répondait à des codes sociétaux qui est dire travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent. C'était un modèle qui trouvait son public. Bon, ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et beaucoup de cabinets se sont extrêmement modernisés. Enfin, en tout cas, Mazars, c'est plus du tout comme ça. Mais l'industrie a quand même encore des mauvaises étiquettes. En fait, il y a beaucoup d'a priori. Donc, en fait, il y a à la fois les métiers, mais aussi l'organisation. Si je faisais un parallèle, à contrario, par exemple, les organisations aujourd'hui, alors bon, c'est sûr que le contexte économique est un peu plus compliqué ces dernières semaines, derniers mois, mais on va dire la tech, ou en tout cas les organisations type start-up, sont beaucoup plus à la mode, mais c'est l'image qu'on a aussi de ces organisations, plus agiles, plus horizontales. Donc on voit bien que c'est nos modèles d'organisation qui sont critiqués. D'ailleurs, c'est un enjeu sur lequel on doit travailler. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, quand même, c'est aussi tous les enjeux aujourd'hui de nouveaux sens autour de la place du travail et la manière dont on va travailler. Je ne crois pas que les gens ne veulent plus travailler, mais le salariat, comme on l'a vu ces dernières décennies, c'est pas aujourd'hui le modèle aujourd'hui qui est promu. En tous les cas, je pense qu'on a beaucoup de gens qui cherchent à s'émanciper par rapport parfois à un management qui n'a pas toujours été bienveillant, par rapport à des organisations qui étaient très exclusives, très contrôlantes. Être salarié, c'est pas forcément, en tout cas en tant qu'employeur, ce n'est pas avoir le contrôle sur les gens. Et je trouve que parfois en entreprise, on a ces sujets de commandement, d'autorité au sens contrôle. Et aujourd'hui, c'est ça aussi qui est rejeté. Dans les métiers de l'audit et du conseil, on est en plein emploi. Les candidats, ils ont largement le choix. Ils ont aussi, on va en venir, le choix du freelancing. Et en fait, ça vient questionner tous ces sujets-là qui est, non pas je veux plus travailler, mais je veux travailler différemment. Et si on n'entend pas ces messages-là, on a beau me dire, Mathilde, il y a une petite crise là, t'inquiète, la récession est là, ça va être un peu plus tendu. Oui, c'est purement conjoncturel. Les attentes sociétales, elles sont beaucoup plus profondes, elles sont beaucoup plus structurelles. Donc, en fait, je pense que c'est des messages qu'on doit entendre pour construire les années, les décennies à venir sur un nouveau rapport au travail dans une organisation de plus en plus hybride, globale, digitale. En fait, on n'a pas repensé la manière d'organiser le travail et même plein d'aspects légaux sur la manière de penser le droit du travail en France ne correspondent plus du tout aux attentes aujourd'hui et je dirais même pas que des nouvelles générations, parce qu'on le ressent aussi chez leurs aînés, et moi la première aujourd'hui, donc moi je suis née en 81, avec 42 ans, il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais aujourd'hui dans le discours des plus jeunes. Moi aussi, j'ai pas envie de faire parce qu'on me l'exige de moi, mais plus parce que j'y trouve du sens, parce que je me sens engagée, parce que j'aime la qualité de service. Je veux pouvoir faire d'autres choses à côté de ma vie chez Mazars, même si je suis très engagée. Tous ces enjeux-là, je les entends, et donc je pense qu'on a un gros travail à faire sur la manière de repenser la manière d'organiser le travail en France. Et c'est vrai que tous ces sujets-là viennent se croiser dans notre industrie. Il y a des choses qui sont dues à notre industrie et des choses beaucoup plus globales, qui fait que on vit, je sais pas si je dirais une crise, mais un moment charnière, et c'est passionnant. Du coup, on est en profonde transformation, et chez nous, c'est pas que technologique. Dans la transformation des métiers du conseil, c'est d'abord pour moi un enjeu social au sens, c'est la manière de penser une mission, de
penser les compétences, de penser la manière dont on va orchestrer, plus que des outils. Et ça, c'est un sujet qui est pas simple. Et donc, comme tu dis, moi je suis d'accord sur le fait qu'au-delà de la crise conjoncturelle due au contexte inflationniste, etc., il y a une perception aussi des jeunes diplômés à changer vis-à-vis du monde du conseil et de l'audit. Mais même au-delà de ça, je trouve même sur l'opinion publique et même dans la presse, parfois justement l'audit et le conseil a mauvaise presse, notamment le conseil, on l'a vu avec l'État français notamment qui a été très critiqué sur le fait d'avoir recours à des cabinets de conseil. On assimile ça souvent à des conflits d'intérêts, à des enjeux financiers, etc. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Comment tu penses qu'on peut redorer le blason de ce secteur-là qui en fait fait des beaux métiers et des belles carrières? Alors, pour moi, il y a deux enjeux. Il y a la nature même des prestations de conseil et peut-être l'élitisme parfois dans certains cabinets ou certains profils qui fait qu'on se dit mais en fait est-ce que tout ça c'est pas un peu consanguin et élitiste en fait quelque part donc si on revient sur le premier sujet qui est d'abord moi je pense que oui, en fait, il y a conseil et conseil, mais est-ce que déjà on peut définir ce que ça veut dire le mot conseil? L'audit, c'est du commissariat aux comptes, c'est réglementé, on sait quelle est la finalité. Le conseil, on peut tout mettre derrière. Et d'ailleurs, on le voit, mais même chez Mazars, on a différentes typologies de conseils. Est-ce que je fais du conseil en orga et en strat? Est-ce que je fais de la mise à disposition ou du soutien opérationnel pour un client? Est-ce que je fais de l'optimisation de process? Il y a plein de façons, de typologies de mission de conseil. Et en fait, ce qui est compliqué aujourd'hui dans la prestation intellectuelle, c'est que à l'heure où les gens ont besoin d'impact, de sens, de savoir quel est le résultat concret de leur contribution, parfois dans de la prestation intellectuelle, on ne voit pas en fait le produit fini, à quoi ça a contribué. C'est une énorme frustration parfois des consultants qui disent mais en fait j'ai passé des heures à faire des PowerPoint, des réunions, mettre des choses sur des slides, mais pour quelle finalité? Et ça je trouve assez sain parce qu'en fait dans la notion de sens, c'est pas toujours œuvrer à une mission sociale, environnementale. C'est d'abord se dire je suis utile, je sers à quelque chose. Donc quelle est la finalité de ma contribution? Et en fait, on le voit bien, on n'explique pas assez bien souvent la finalité. D'ailleurs, dans le management, on manage souvent par le comment tu dois t'y prendre plutôt que à quoi ça sert ou vers quoi on va. Et c'est ça que soulève toutes ces questions de sens. Et donc, il y a beaucoup de consultants qui ont été désillusionnés. En plus, quand on travaille parfois beaucoup, on se dit tout ça pourquoi? Et donc ça, c'est un vrai sujet, notamment post-Covid. On a vu l'explosion des consultants qui se mettaient à leur compte parce que en fait, avec le télétravail, le travail 100% remote, en plus, on s'est dit mais attends, en fait, qu'est-ce qui changerait? En fait, je n'y vois que des inconvénients et peut-être je vais du coup chercher la liberté d'être freelance parce que je vais pouvoir choisir les clients qui ont une cause juste pour moi. Et donc, ça questionne sur l'éthique des cabinets de conseil. Doit-on conseiller sur tout aujourd'hui, toute typologie de clients? C'est vrai que chez Mazars, on a pour moi, une des grandes richesses, c'est qu'on voit souvent ça comme une contrainte, on est un cabinet dit pluridisciplinaire. On a différents métiers, dont des métiers réglementés qui nécessitent une grande éthique et un code de conduite très précis. Quand on s'appelle Mazars, on peut pas être commissaire aux comptes, tiers de confiance pour une économie plus responsable et en même temps conseiller des entreprises qui ont des casseroles au cul et qui sont des très mauvais acteurs. Et on a une équipe d'acceptance qui, oui, bien sûr, on a une éthique interne de compliance de dire est-ce que on va prendre cette mission ou pas. Et c'est vrai que parfois il y a des organisations de conseil qui sont beaucoup plus, qui sont moins limitantes de cet aspect-là parce qu'ils n'ont pas cette discipline, donc ils ont peut-être moins cette notion interne de dire en fait je peux pas être jugé parti et à un moment je peux pas être et qui du coup peuvent avoir des finalités très capitalistiques, se dire avoir le maximum et du coup est-ce qu'ils n'acceptent pas toute typologie de mission. Donc ça c'est la première crise du conseil de dire mais en fait pour faire quoi et contribuer à quoi? Je vais pas envie de conseiller le plus gros pollueur du monde pour qu'il continue à polluer. Bon, par contre, je veux bien le conseiller pour qu'il change de business et qu'il verdisse et qu'il diminue par deux son impact, par exemple environnemental. Donc, ça se questionne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de se dire, en fait, ces modèles de travailler beaucoup, produire des slides, combien de reportages on a vu de consultants qui nous disaient ça fait 10 ans que je suis à la Défense, à pondre des slides dans des réunions qui s'en fichent pas et je ne sais même pas à quoi ça sert. Donc c'est un déficit d'abord de management
et de sens. Donc tout ça est une vraie crise du conseil. Et donc c'est vrai que on a ces enjeux-là aussi de revoir un peu la manière de l'adresser. Et c'est ce qu'a mis un peu en exergue cette crise en fait. C'est-à-dire en fait déjà à quoi ça sert tout ça? Quelle est la finalité quand on n'en mesure pas l'impact? Est-ce qu'on n'est pas dans du fictif en fait? Et en plus il y a une question qui est sous-jacente, c'est qui conseille qui? On revient un peu à la question de mais qui suis-je pour conseiller? C'est parfois une petite critique que je fais aux consultants en règle générale, c'est dire c'est pas parce que conseil qu'on doit être en posture haute. Et en fait, on vient parfois conseiller des gens dont on n'a jamais eu le poste, jamais continué. Moi, je veux bien que des consultants RH viennent m'expliquer la vie, mais j'ai envie de dire, est-ce que vous avez déjà été des RH, être confrontés à... Et moi, il y a la position du sachant et du faire. On revient vraiment et le faire. Moi, c'est vrai que je crois beaucoup à des anciens opérationnels qui veulent partager leur expérience et du coup par tes consultants. Alors, bien sûr, on a des jeunes consultants chez nous qui n'auront qu'une carrière consultant, mais c'est un message que vous adresse: humilité et posture basse. C'est très important si on veut pouvoir bien conseiller, parce que en fait, qu'a-t-on fait de sa vie pour pouvoir l'expliquer à des gens ce qu'ils devraient faire? Et ça, c'est quelque chose moi qui me questionne beaucoup, et je pense que c'est une des premières crises du conseil. Et après, la deuxième, c'est à qui on s'adresse. Il y a des cabinets extrêmement élitistes dans les profils, et on se dit mais en fait du coup c'est une minorité élitiste de la France qui va du coup conseiller sur la base de quoi un certain nombre de dispositifs. Je pense que du coup un des enjeux des cabinets de conseil de ce secteur, c'est d'être hyper, d'accroître leur diversité de profils de recrutement, de se dire en fait c'est pas des milieux sociaux prédéfinis ou des milieux voilà. On sait que bien sûr il y a ce sujet de diplôme, on a besoin de gens qui apprennent très vite, qui réfléchissent très vite, qui ont les bonnes postures. Donc c'est vrai que souvent sur des gens très diplômés. Maintenant, on n'est pas obligé d'être que sur la top école de commerce ou voilà. Dit, hein, exactement, c'est 70 voire 80% des profils viennent des hautes écoles d'ingénieurs et de commerce. Donc il y a un biais, une sorte d'endogamie sociale sur le. En tous les cas, on peut se poser la question d'un biais aussi, effectivement, dans ces contributions. Alors le sujet, c'est d'abord diversité aussi dans ces écoles. C'est pas que dans les cabinets. Je pense que c'est surtout qu'aujourd'hui, l'accès à certains postes on sait qu'il y a un sujet d'égalité des chances et d'ouverture et de plus de diversité dans les postes à responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est une ouverture d'esprit, c'est des histoires différentes, c'est des croyances différentes. Moi, je crois à la diversité qui apporte plus d'intelligence collective. Quand tous les gens sont les mêmes, ont le même schéma de pensée, ça questionne énormément sur la manière dont ça va être conseillé. Et je pense que c'est vraiment ces deux sujets qui ont été mis sur la table à juste titre. Maintenant, on a la chance que chez Mazars, je pense que nous, on est rattachés, on va pas tout conseiller, on est rattachés des sujets qu'on sait bien faire, et on a cette éthique aussi par notre autre activité qui fait que les cabinets pluridisciplinaires sont vus comme peut-être des tiers de confiance en disant ok, il y a un petit peu, peut-être un peu plus de neutralité. En tout cas, on peut pas tout faire avec ces cabinets-là. Pourquoi? Parce que si je fais tout en conseil, je me décrédibilise d'un point de vue commissariat au compte, et donc je dois jouer sur cet équilibre. D'accord. Et donc c'est comme ça parce qu'il y a effectivement aussi, comme tu dis, une sorte de crise de vocation de la part des jeunes diplômés qui hésitent à aller dans ces milieux-là et qui privilégient maintenant les entreprises tech. Donc c'est avec ce discours-là d'arriver à déconstruire les mythes des cabinets que vous arrivez à redorer quelque peu le blason des conseils et l'audit et à créer des vocations dans ce secteur-là. Ouais. C'est avec ce type de discours. Oui, alors complètement. Après, au-delà des discours, ils sont difficiles à convaincre, donc faut surtout le démontrer. Donc mine de rien, on recrute. Par exemple, on est des organisations qui recrutons énormément de stagiaires. En pré-embauche, la plupart de tous nos stagiaires, c'est de la pré-embauche. C'est pas tant pour tester les gens, c'est aussi pour qu'ils apprennent nos métiers. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens s'orientent dans nos métiers sans savoir ce que c'est. C'est pas des métiers qu'on apprend à l'école, et c'est pas des métiers qu'on voit en tant que particulier, citoyen tous les jours. Il y a des métiers soit manuels, soit de commerçants, soit de services, on y a accès tous les jours. Donc on sait ce que c'est. Mais en fait, nos métiers en B2B, en fait, ça n'est pas connu du grand public. Donc déjà, est-ce que les gens se sont bien orientés? C'est une première façon de déconstruire, c'est de les faire tester avant qu'ils se lancent définitivement. Il y a aussi tout ce qu'on va faire en amont auprès de nos cibles de recrutement, donc beaucoup les jeunes diplômés dans un certain nombre d'écoles ou d'universités. Mais je pense que globalement, et d'ailleurs la profession, ils travaillent énormément, des cabinets pluridisciplinaires, de travailler à déjà aussi mieux expliciter au marché de façon 360 à
à la cité, à la société, qu'est-ce qu'on est, à quoi on contribue. Parce qu'en fait, c'est très difficile de déconstruire des mythes. Vraiment, on le sait, et on le voit bien quand on questionne à la fois nos collaborateurs et ceux qui sont très loin de nos métiers, la perception qu'ils ont des métiers, c'est le grand écart. Donc on voit bien qu'il y a encore un sujet d'image, mais qui est plutôt de société, où on se dit que ces organisations sont très élitistes, pas ouvertes, c'est très difficile d'y rentrer, mais pas du tout. Surtout, c'est plus du tout les sujets encore une fois, de quand ces métiers se sont créés, ou dans les années 80, où on était, ces métiers étaient vus comme le Graal pour débuter une carrière. Aujourd'hui, c'est non. Est-ce que tu y vois du sens? Est-ce que tu te projettes durablement? Et c'est pas juste un tremplin. C'est aussi des métiers qui contribuent, bien sûr. Et nous, on joue sur l'employabilité que ça développe. Mais on peut pas être vu que comme finalité un tremplin. Il y a des gens qui doivent durablement s'investir dans nos métiers. Et c'est des métiers qui ont énormément de sens. Enfin, dès lors qu'ils sont faits de façon responsable, avec une éthique et une orientation. Après, chaque cabinet est responsable de s'appliquer son éthique ou non. Mais c'est vrai que moi, je crois vraiment à ces métiers qui peuvent contribuer durablement, avoir un impact positif sur les organisations. Et tu parlais des jeunes diplômés justement que vous recrutez, alors majoritairement ou en stage. Ça me fait penser au sujet de l'IA qui bouleverse tous les secteurs, mais notamment aussi le secteur du conseil et de l'audit. Il y a pas mal de gens qui s'expriment, notamment dans le secteur du conseil, en disant l'IA peut potentiellement remplacer un certain nombre de consultants juniors ou de stagiaires qui sont là de façon, alors c'est assez caricatural, mais sont là pour faire des CR et peuvent être remplacés par l'IA. Qu'est-ce que tu penses de ces prises de position ? Bon, moi, je suis une optimiste de nature. On peut voir tout le mal. Bon, moi, je préfère voir le bien, sinon on arrête tout de suite. C'est déprimant. Non, mais en tout cas, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est l'espoir. C'est-à-dire que je crois à la nature humaine, qui quand même, je la trouve profondément bonne, même si, bien sûr, on sait aussi que l'humanité peut nous réserver le pire. Mais donc, moi, je préfère rester optimiste. Par contre, je me dis, ok, si on veut pas subir, il faut être hyper ouvert. Il faut s'intéresser, bien comprendre, pour éviter justement des mauvaises utilisations. Après, je ne crois pas aux robots qui vont remplacer les humains. Mais pas du tout. Alors, même parce qu'en fait, ce qui fait la beauté de l'humanité, je pense c'est rien de rationnel. C'est l'intuition, c'est les émotions, c'est la créativité, c'est le spirituel, c'est parfois les choses où on se dit c'est même pas tangible. Ça aussi c'est l'humanité. Donc en fait, je ne crois pas. Maintenant, comment faire pour avoir une utilisation responsable de ces technologies? J'ai envie de renvoyer à chaque éthique d'une entreprise. Bien sûr que des entreprises vont utiliser l'IA pour diviser par 2 leur recrutement. En fait, heureusement que demain, il y a des réglementations. La CSRD, j'en parlais, en est pour certaines organisations, mais je crois quand même aussi au collectif pour mettre des règles et quelque part blâmer les mauvais acteurs et encourager les acteurs vertueux. Moi, je crois qu'en fait, ça va nous aider à mieux vivre, à remonter dans la chaîne de valeur des tâches. Bien sûr, utilisons ces technologies, ces robots, pour leur faire ce qui nous apporte peu de sens, beaucoup de pénibilité, pour que nous, on puisse se dédier à des choses qui ont plus de valeur ajoutée, sur lesquelles on va aller beaucoup plus utiliser nos soft skills, pour moi, qui sont vraiment ce qui définit aussi l'humanité, le caractère humain d'un individu, et on a tous des compétences différentes. Enfin, c'est peut-être grâce à la technologie qu'on va faire la part belle aux soft skills, parce que c'est ça qui va faire du coup la différence demain. Cette éthique, j'appelle ça ce bon sens paysan aussi parfois, cette capacité à discerner. On parle souvent des enjeux de responsabilité. Ça veut dire quoi, être responsable? Être responsable, c'est à chaque fois se dire, en fait, c'est ni un extrême ni un autre. C'est comment je trouve, avec bon discernement, le bon équilibre pour à la fois prendre le meilleur de ce qui est l'évolution technologique et en même temps en étant très soucieux des impacts environnementaux et sociétaux que ça va générer et se dire, est-ce que là, justement, je freine pas pour encourager un autre impact, inversement, et apprendre ce discernement qui demande énormément de maturité, de sang-froid, de recul. C'est ça qu'on va transmettre, je pense, dans les entreprises. En tout cas, les aînés aux jeunes. Donc, il faut toujours recruter des jeunes. Sinon, comment on fait pour, dans 20 ans, dans 30 ans, faire que la société, elle fonctionne? C'est bien ces jeunes qui vont driver aussi un certain nombre d'organisations. Et moi, je crois beaucoup à l'expérience et à la transmission. Je crois que j'ai un profond respect toujours pour les aînés.
Je crois à l'histoire de vie qui engendre de la connaissance, de l'expérience. J'ai même envie de dire la seniorité est une compétence en soi. Je devrais écrire une tribune là-dessus parce que moi, je suis un peu contre le jeunisme. En fait, on a l'impression qu'à 45 ans, 50 ans, c'est fini. Or, la maturité de vie, c'est une compétence en soi. C'est celle qui va faire qu'on va, pas prendre les décisions de la même manière, qu'on va pas se comporter de la même manière, qu'on va avoir plus de vécu, donc on va pouvoir benchmarker peut-être un peu plus ou être un peu plus mesuré. C'est ça qu'on va devoir transmettre. Donc, on aura toujours besoin de ces jeunes à qui transmettre ça. Et moi, j'ai envie de dire, je préfère parler chez nous d'auditeurs augmentés, de RH augmentés, comment ces technologies vont nous aider à être des meilleurs RH, meilleurs collaborateurs, et certainement avec des métiers qu'on connaît pas encore. C'est vrai que ça peut faire peur. Moi, j'adore la page blanche, le fait de me dire, je sais pas de quoi ça m'a fait. Et j'ai bien conscience que ça peut être aussi très anxiogène. Donc, on a aussi cet enjeu de rassurer. Mais je ne crois pas aux robots, parce que je ne pense pas que la finalité de l'humanité soit de vivre dans l'oisiveté et d'arrêter de travailler. Pourquoi ? Parce que le travail, c'est d'abord le sens de l'utilité au collectif. On appelle ça des animaux sociaux. On vit de la sociabilisation, et pour bien vivre avec les autres, il faut se sentir utile au groupe. La notion de travail, on pourrait par contre se poser la question de qu'est-ce que sera le travail demain ? C'est quoi le travail ? On pourrait très bien imaginer des organisations où l'IA, les robots font que technologiquement aujourd'hui beaucoup de choses sont automatisées. L'entreprise crée de la valeur. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas recruter des gens. Mais peut-être que les gens qu'elle va recruter, c'est parce que les machines créeront cette valeur-là qu'on pourra financer le fait que nos collaborateurs ils aient une contribution sociétale, environnementale. Je pense que l'entreprise ira davantage dans une contribution à la cité, à la vie, plus qu'un enjeu économique. Et demain, je pense qu'en fait, on mesurera la performance de l'organisation dans l'impact social et environnemental qu'elle a apporté dans son écosystème, sur son territoire, et que les robots nous permettront de créer quelque part ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que après, on n'est pas des utopistes, il faut bien que ça se finance, tout ça, il faut bien que les gens ils aient de quoi vivre, donc il y a un moment bien de rémunération, mais la notion de travail sera très différente, au sens la nature de la contribution. Mais je pense que se dire j'ai besoin d'être utile aux autres et de pouvoir me définir comme apportant quelque chose aux autres, ça s'arrêtera pas. Les gens qui vivent dans l'oisiveté sont souvent très malheureux. Oui. Et je vois que tu parlais tout à l'heure justement des soft skills qui, à certains égards, nous différencient effectivement de l'IA. Moi, je voulais revenir sur un thème que tu as abordé et que je trouve très intéressant, c'est dire on vend énormément de jours hommes dans le conseil et même dans l'audit actuellement. Et en fait, il faudrait plutôt vendre de la compétence. Et on se focalise trop sur le temps et pas sur la compétence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, alors il y avait le premier sujet, c'est de dire quand on essaye de voir pourquoi aussi des consultants ont quitté les cabinets. Alors on pourrait dire, est-ce que les plateformes comme Malte seront des concurrents du conseil ? Oui, sur certaines typologies de conseil. Encore une fois, de quoi parle-t-on quand on parle de conseil ? Si mettre à disposition des gens, c'est-à-dire j'ai des salariés, je les mets à disposition 6 mois chez un client qu'ils n'ont pas choisi, honnêtement, mais Malte va proposer ce dispositif aux entreprises. Et en fait, les entreprises aujourd'hui, elles sont aussi outillées pour pouvoir gérer ce genre de choses. Donc en fait, je trouve que je ne crois pas à ce que les cabinets de conseil disparaissent. Je pense que ça va leur redemander de se repositionner sur la création, la proposition de valeur. C'est quoi la proposition de valeur d'un cabinet ? Si c'est juste porter des salariés et les mettre à disposition d'un client pour des compétences données, eh bien, on a aujourd'hui les plateformes type Malte et bien d'autres qui portent des compétences. Et aujourd'hui, moi, en tant que DRH, j'ai besoin d'un product owner, de quelqu'un qui maîtrise telle compétence ou un autre que je n'ai pas en interne, je peux directement faire appel. Donc déjà, ça a questionné sur, en fait, qu'est-ce que vient acheter une entreprise à un cabinet de conseil ? Des compétences, pas que, on va voir, je pense que pas que, mais aussi des compétences. Et donc aujourd'hui, je pense, et pour parler un peu d'engagement, de sens au travail, de reconnaissance, les gens ont besoin d'être perçus dans leur singularité. Et je pense qu'en fait aujourd'hui, on a beaucoup de mal à expliciter c'est quoi les compétences, c'est quoi tes compétences. Je dis pas ce que tu es payé pour quoi faire, mais toi, quelles compétences que tu as, qui te rendent aussi
unique ou la bonne personne au bon moment. Ça contribue aussi à avoir du sens. Je suis pas un numéro, on est venu me chercher parce que je peux contribuer et j'apporte une utilité. Mais ça, un freelance peut avoir le même sentiment Complètement. par rapport à un consultant d'un cabinet. Alors, complètement. Là, c'est plutôt, ce que j'ai démontré, c'est, je pense qu'on va aller vers une économie, et pas que dans notre industrie de la compétence. On aime bien parler aussi d'entreprise étendue. En fait, aujourd'hui, c'est comment on repense même le modèle d'organisation. Pendant très longtemps, une entreprise, c'est aux bornes contractuelles, il y a des statuts, il y a des mandataires, il y a des contrats de travail, il y a des salariés. Mais en fait, l'entreprise étendue, c'est-à-dire que l'organisation, le projet d'entreprise, il dépasse ces murs-là. Parce qu'en fait, l'entreprise va créer de la valeur avec des personnes qui sont un pied dedans, un pied dehors. Je pense aux multi-activités, ou tout dehors, les freelances, ou en partenariat. Et donc, en fait, on voit bien qu'est-ce qui fait le projet d'une entreprise? Si on compte que les salariés, ce qui est dans les murs, ce qui est statutairement bien défini, en fait, on va pas tout englober. Donc, j'aime bien l'image d'une entreprise entendue qui re-questionne le projet d'entreprise. C'est pas une enveloppe, c'est une destination. Et dans cette destination, il y a d'autres parties prenantes qui peuvent s'y agréger et qui ont décidé collectivement de créer cette valeur-là. Et donc, ça, pour y arriver, je pense, il faut qu'on aille vers une économie de la compétence, qui fait que mon enjeu, c'est pas d'avoir le maximum de salariés, mais d'avoir les bonnes compétences. Ils sont en freelance, multi-activité, etc. Et après, je me suis aussi questionnée, mais sur le partage de la valeur. Dans beaucoup de cabinets, il y a une crise vis-à-vis des cabinets, conseils, tout simplement sur le sujet de le partage de la valeur. En fait, ce sont des cabinets où il y a des associés, les dividendes remontent, qui travaillent beaucoup, qui empochent beaucoup. Je pense que ça vient questionner aujourd'hui le partage de la valeur. Ce que les freelances ont bien compris. En fait, ce phénomène, il vient aussi que sur certains profils, ils sont tellement pénuriques et qui coûtent très cher. Ils ont un prix de marché extrêmement élevé. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez eux? La compétence. Aujourd'hui, c'est bien la compétence qui est l'asset des gens. C'est ça qu'on valorise. Et plus j'ai une compétence rare, plus elle vaut cher, plus ma valeur de marché augmente. C'est pas moi en tant qu'individu, c'est moi, mais c'est les compétences que j'ai. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont vers le freelance parce qu'en fait, ils ont l'impression que leur compétence est mieux valorisée. Ils vont pas la monétiser de la même manière. Et c'est vrai qu'il y a un moment, moi, je les comprends parce que quelque part, aujourd'hui, dans des cabinets, est-ce qu'on reconnaît les gens par leurs compétences? Et le métier du conseil, c'est ça. C'est je vais agréger les bonnes compétences pour un besoin client. S'il n'y a pas un juste partage de la valeur dans le cabinet de conseil, moi, je comprends que les gens disent, je vais aller vendre directement, moi, ma compétence au client. Merci LinkedIn, j'ai ma vitrine, merci les plateformes, je m'emmerde plus de rien, et voilà. Donc, en fait, tant que les cabinets ne valoriseront pas et ne reconnaîtront pas les compétences au juste prix, du coup, on va avoir ce sujet-là. Ça veut dire mieux les valoriser même financièrement. En fait, accepter. Déjà, est-ce qu'on est capable de valoriser des salaires par des compétences? En fait, c'est très intéressant. Pendant très longtemps, on avait valorisé les gens par leurs diplômes. Mais est-ce que les diplômes explicitent les compétences? Il y a des gens qui ont des compétences, ils sont totalement autodidactes. Et en fait, ils n'ont pas du tout le diplôme élitiste et pourtant ils sont. Donc en fait, c'est bien. Moi, je crois à l'égalité des chances. Je pense que les choses sont pas prédestinées. Donc voilà. Mais je crois surtout qu'on n'a pas tous les mêmes compétences et il y a aussi des valeurs de marché. C'est juste le ratio de l'offre et la demande. C'est juste, c'est pas juste, c'est ainsi. Dans ce cas-là, allons nous former tous sur les compétences pénuriques et on aura tous. C'est difficile à justifier parce que c'est vrai qu'on a toujours en tête ces grilles de salaire. Où je suis senior 1 de tel cabinet, donc je vais gagner tant, et un senior 2, je vais gagner tant. Et du coup, là, si on part plutôt sur la compétence, ça veut dire qu'on revoit complètement. On enlève les. C'est difficile de justifier à une personne, dire tu as une compétence A et l'autre a une compétence B. La B est plus rare, donc du coup, tu vas être peut-être moins rémunéré que la personne qui a la B. Alors, ça peut paraître bizarre. Après, c'est peut-être moi qui ai tort, mais en fait, c'est juste la réalité des choses. J'en suis navrée. Par contre, on peut être responsable dans cette démarche et dire, par contre, j'accompagne tout le monde sur l'acquisition des compétences. Ce qui serait injuste, c'est de dire les gens sont dans des boîtes, toi, tu as cette compétence-là, donc toi, tu seras jamais... Non. Comment on aide les gens à acquérir ces compétences qui sont plus valorisantes. Donc en fait, il y a un vrai sujet du coup de penser recrutement à la compétence, management à la compétence, développement à la compétence. Ça veut dire qu'on sort des schémas prédéfinis des cabinets parce qu'en fait
personne n'est pareil. Je pourrais avoir un carrousel de 5 compétences et quelqu'un d'autre en a peut-être 2 communes avec moi, mais il en a 3 autres, qui fait que du coup, nous 2 sur la mission ou 2 autres personnes, ça rend encore quelque chose de différent. On n'en a pas qu'une. Mais donc ça, j'y crois assez. Et on le voit déjà sur certains marchés. Et la compétence, parfois, je vais dire, ça n'a même rien à voir avec un niveau intellectuel. Moi, je connais dans des métiers, des compétences. En fait, personne veut faire ces métiers. Ces métiers sont primordiaux. Leur valeur de marché explose. C'est pas forcément des gens qui ont fait les études les plus longues. C'est juste qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui maîtrisent ce qu'ils savent faire. Et il faut savoir le reconnaître. Et je trouve que on raisonne pas comme ça. En France, on a une vision élitiste du savoir, etc. Un exemple tout bête, c'est la médecine. Ah bah, c'est super, mais avoir d'être hyper élitiste et d'être super sélectif en médecine, on n'a plus assez de médecins. Voilà. Et en fait, il y a un sujet de une société, un groupe doit vivre avec des apports particuliers. J'ai envie de dire, est-ce qu'on a fait la gestion de compétences à l'éniveau de la France, quoi? De quoi a-t-on besoin dans les années à venir comme métier pour bien vivre, et donc quelles compétences? Et arrêtons de faire en sorte qu'aussi, voilà. Donc valoriser la compétence. Et donc pour éviter que les gens partent de plus en plus en faisant du freelance, même si on est très ouvert à ça, et restent dans les cabinets de conseil. Du coup, il y a cette notion de valoriser la compétence. Il y a valoriser la compétence au bon niveau. Il y a le sujet de qui partage la valeur. En fait, si mon client m'a payé très cher parce que je suis capable de mettre tel dispositif d'équipe avec telle compétence assez rare, en fait, il me paye très cher, mais qui empoche l'argent, qui le garde? En fait, c'est quand même la personne qui a la compétence, qui est quand même extrêmement directement contributeur de cette valeur produite. Donc en fait, ça me questionne sur la manière de rétribuer en fonction des compétences. Et en fait, il y a rien de mal à dire ça. Enfin, je pense que c'est responsable d'oser avoir ces discours-là. Quand on me dit c'est pas juste, je veux dire c'est pas juste parce que tout le monde n'a peut-être pas le même accès à l'apprentissage, à la connaissance et au développement de ses compétences. C'est pour ça que moi je suis pour l'égalité des chances, l'ouverture. Je suis pas élitiste dans l'acquisition de compétences. Mais si je prends l'exemple de la tech, il y a beaucoup d'autodidactes aujourd'hui dans les développeurs, des gens, ils n'ont pas eu des grandes études, c'est juste qu'ils sont passionnés, ils se sont appris tout seuls. Voilà, ils avaient une appétence, ils ont réussi. Je dis pas que tout le monde peut les acquérir, mais il y a aussi des métiers avec des compétences très rares et les gens sont autodidactes. Donc en fait, on montre bien que c'est beaucoup plus large. Est-ce que ça passe aussi par l'actionnariat salarié, le fait d'arriver à retenir des gens? Parce que je suis d'accord qu'il y a le juste répartition de la valeur qui peut s'entendre par je te valorise plus en termes de salaire pour pas justement que tu sois freelance à ton compte. Est-ce qu'il y a d'autres leviers, type actionnariat, culture d'entreprise, qui font que les gens vont rester? Moi, je crois beaucoup à l'actionnariat salarié. Je pense que aujourd'hui, si on oppose souvent justement le modèle de la start-up au modèle de l'entreprise traditionnelle, qu'est-ce qui marche beaucoup aujourd'hui dans le fait de rejoindre une start-up, c'est qu'on est voilà. Et donc, même si c'est pas toujours facile ensuite à se réactiver, mais psychologiquement, on se dit, OK, on croit en moi, j'ai une reconnaissance je suis partie prenante de ça. Et donc ça c'est responsable. Nous on voit de plus en plus de cabinets qui essaient justement de promouvoir l'actionnariat salarié, qui n'était pas du tout le cas avant, mais nous il n'est pas exclusivement réservé à nos associés. Donc effectivement, on a plein de non associés qui sont actionnaires chez Mazars. Alors on l'a pas encore démocratisé à tout le monde. Il faut avoir un certain niveau d'ancienneté, tout simplement, c'est pas juste ça. Mais effectivement, je pense qu'on est déjà, c'est pas tous les cabinets des partnerships, donc les associés qui ouvrent l'actionnariat à des non associés. Ça pour moi c'est extrêmement vertueux quand on est engagé, on a envie de contribuer, et en fait la meilleure façon de se sentir en confiance et se responsabiliser, c'est de partager la part du gâteau en se disant en fait tout le monde a contribué. Donc ça j'y crois beaucoup. Aussi des modèles d'organisation avec des gouvernances plus participatives. Moi je crois beaucoup au dialogue social en grand nombre. Donc en fait merci les nouvelles technologies quand même. Aujourd'hui il y a des outils d'enquête, de sondage, des votes, des webinars. On peut maintenant adresser des messages à un grand groupe, les faire être partie prenante d'un certain nombre de décisions, c'est juste une volonté et un lâcher-prise de dire je ne veux pas être celui qui contrôle. Et c'est un vrai sujet sur la gouvernance, dans la manière se positionne la gouvernance. Il y en a chez Mazars, vous avez essayé de lancer des initiatives de gouvernance participative.
Essayer de faire participer des consultants, des auditeurs, on des a décisions COMEX. Quasiment tout. C'est vrai que quand je disais il y a plus de 10 ans, on s'est questionné sur le positionnement de la RH, mais pour être user-centric, en fait, on peut pas adresser ses clients si on ne les écoute pas régulièrement. Et ça, on n'a rien à y chercher, hein. C'est le marketing aussi qui avait, en tout cas, les grands services et en B2C déjà développé ça, avec les focus consommateurs-utilisateurs. Mais nous, aujourd'hui, on le fait à grande échelle. Je donne un exemple. On a un projet de déménagement. Le cahier des charges, il a été construit à la suite d'une enquête qu'on a menée avec nos 4500 collaborateurs qui nous ont dit, voilà ce qui est important pour moi. Voilà. En fait, il y a un moment, c'est une question de conviction, mais si on fait son projet d'entreprise pour ses équipes, la première chose qu'on fait, c'est qu'on les écoute, on leur demande leur avis. Et en fait, nous, c'est très régulier. Donc, quand je dis on est user-centric, c'est on sonde, on demande, on évalue la prestation rendue, on fait des recs sur la plupart de tous nos process RH, parce qu'on les pense pas pour se faire plaisir, on les pense pour apporter de la valeur. Et moi, c'est un des sujets, c'est vrai, quand j'ai rejoint la fonction RH. Peut-être que j'étais utopiste, mais j'y crois encore aujourd'hui. Moi, je suis en RH parce que j'aime aider j'aime rendre service. En fait, j'aime rendre service et je pense que la fonction RH, elle est là pour être pas à disposition, mais au sens noble au service de créer une valeur pour ses clients internes. Et donc, à quel moment je sais si j'ai créé de la valeur si je leur demande pas? À quel moment je sais que j'adresse les bons sujets si je leur demande pas? Et en fait, pareil, posture basse, humilité, qui suis-je pour savoir à leur place ce qu'ils veulent? Donc, on a développé ça qui fait qu'en fait, sur un certain nombre de sujets, et d'ailleurs, c'est assez rare parce qu'on a aussi bien sûr des élus, du personnel, mais avec qui ne sont, souvent, on arrive avec des éléments où on connaît mieux les attentes des 4500 salariés que les propres élus du personnel, parce qu'en fait, on fait ce travail continuellement de sonder leurs avis, etc. C'est des intermédiaires maintenant, en fait. En fait, moi, je crois beaucoup à l'intermédiation, et ça, les technologies, elles nous le permettent. Enfin, mine de rien, on me demande souvent, mais tu fais comment pour t'adresser aux 4500 collaborateurs? Merci Teams, quoi. Enfin, il y a peut-être 10 ans, ça nous paraissait, aujourd'hui, en fait, je veux m'adresser à tout le monde, j'ai plus besoin d'intermédiaire. Pourquoi? Parce que l'intermédiation, c'est le meilleur moyen de déformer, de cacher, moi, je crois aussi à la transparence. Et dans la transparence, c'est être dans un dialogue extrêmement ouvert, sans intermédiation. Voilà. Et comme je leur dis, on peut parler de tout à partir du moment où il y a la forme. Mais on peut, un dialogue social sain, on peut parler de tout. Ça veut pas dire oui à tout. Mais on peut expliciter, être transparent, pour moi, sur une grande partie des choses. Donc ça, on le fait. Et je reviens sur une chose que tu disais tout à l'heure qui est intéressante, c'est dire qu'un cabinet de conseil, maintenant, sa vocation, c'est pas uniquement une enveloppe, c'est ce que tu dis, c'est pas une agrégation de personnes en interne, mais c'est avoir la capacité aussi à s'entourer de partenaires, de freelance, etc., pour délivrer de la valeur pour le client. Mais est-ce que t'as pas peur que ce processus-là, poussé à l'extrême, vide un peu le cabinet de conseil de sa substance et qui devienne en fait une sorte d'entité qui va être en relation avec un ensemble de partenaires externes, mais que le cabinet lui-même perde un petit peu sa culture ou qu'il y ait de moins en moins de gens, que ce soit déserté au profit justement du freelance? Alors moi c'est vrai qu'après je pense qu'on n'est pas tous faits pour être freelance ou salariés, etc. Il y a des modèles qui correspondent plus, soit à des moments de vie, soit à des personnalités. Moi, j'aime j'aime faire partie d'un projet d'entreprise, de sentir que quelque chose me dépasse, d'être un élément dans un tout. J'aime la force du collectif. Moi, c'est quelque chose qui je pense, je serais peut-être moins épanouie si j'intervenais comme freelance, même si même quand on est en freelance, on intervient dans des dispositifs d'équipe, donc c'est rare, on n'est pas tout seul chez soi. On n'a pas ce sentiment d'appartenance aussi fort. Mais effectivement, moi j'ai besoin de ce sentiment d'appartenance à quelque chose, à une tribu, que je retrouve en l'entreprise, sans qu'elle soit exclusive. Donc moi je me retrouve plus dans la multi-activité où j'ai une activité de salarié et une activité d'auto-entrepreneur. C'est pas du tout les mêmes services d'émancipation et d'épanouissement, et les deux me nourrissent, parce qu'en fait, il y a ce que je peux contribuer par moi-même et ce que j'apporte au collectif. Donc, je me positionne pas du tout de la même manière sur ces deux activités, et les deux sont riches pour moi. Je pense pas que tout le monde ira dans le freelancing, encore une fois. Et après, moi, je crois pas. En fait, ça m'a questionné sur c'est quoi la proposition de valeur d'un cabinet. Et d'ailleurs, j'ai pas répondu à ta question sur comment aller moins dans la valorisation du temps, mais sur de la valeur d'impact. En fait, c'est vrai que tout le travail, on le pense par le temps.
et le droit social nous le dit, le forfait heure, le forfait jour, la semaine de 4 jours, et puis dans les métiers du conseil et de l'audit, eh bien en fait on valorise les temps, les jours hommes, c'est-à-dire en fait chaque personne est facturée un certain nombre et tu vas être 10 minutes, 10 jours chez le client, voilà. En fait ça me questionne parce que une obligation de moyens, c'est pas une obligation de résultat. Qu'est-ce qu'achète un client? En fait, il achète quand même une finalité. Et encore une fois, vendre un consultant 3 semaines ou 3 mois, il va être à plein temps chez le client, mais pour à la fin dire, mais en fait, qu'est-ce que ça a fait, ça? Et c'est là où on se dit, en fait, on a besoin de se rattacher à une finalité. Et cette finalité, est-ce qu'elle est forcément corrélée au temps passé? Et d'ailleurs, ça questionne les sujets de semaines de 4 jours, les sujets de freelance où en fait, quelque part, est-ce que je vais chercher un renfort de 2 jours par semaine ou je vais chercher une compétence que je n'ai pas et quel prix je suis capable à mettre pour avoir cette compétence dans mon équipe. Donc en fait, on se rend compte que penser compétence, c'est pas penser temps. Quelque part. Je peux intervenir 1 heure et ça vaut vachement plus cher que 10 jours hommes, mais parce que cette compétence, en fait, voilà, il faudrait faire plus de forfait que de régie, c'est Moi, par ça que ça passerait. Du forfait, mais en fait, le problème, c'est que le forfait, on le valorise souvent en jour homme pour le fixer. Et en fait, on sait jamais, par exemple, je dis pas que c'est facile, mais je me dis, après tout, on se dit, par exemple, je vends une transformation digitale chez un client. Bon. On va se dire, ça vaut tant, cette transformation digitale. Ça vaut tant parce que j'ai mis tant de consultants, nanana, il faut tant de jours pour le faire, etc. Déjà, ça me questionne. Mais si les consultants, ils sont surperformants, s'ils travaillent en 2 fois moins de temps, du coup, mais le client, lui, il va dire, mais donc souvent, en fait, je vais dire, la notion d'efficience, de performance, le temps passé, au temps passé. Enfin, moi, le temps passé ne présage pas du tout de performance, de valeur créée. Je peux être 10 jours chez un client, pendant 10 jours, ce que j'ai fait n'a servi à rien, ça n'a pas créé de valeur. Le client m'a payé. Pourquoi? Bon. Mais le freelance peut avoir un peu le même souci aussi, parce que lui aussi, il vend effectivement certaines compétences. Mais il a aussi un TGM. En fait, ce qui est rigolo, c'est que pour parler avec des freelances qui pensent la philosophie de l'impact et compétences, pour autant, eux aussi résonnent en temps. Oui. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est collectivement, on sait pas valoriser les compétences. Ça vaut quoi une compétence? Ça vaut quoi une intelligence émotionnelle surdéveloppée? Parce que ça a un prix de marché. On est incapable. On est en train de découvrir un sujet, on ne sait pas mettre ça. Et donc, on ne sait pas faire autrement qu'aujourd'hui le temps. Mais je pense que ça est en train de s'abolir pour aller vraiment sur de la valeur produite. Parce que on est en train de vouloir s'émanciper vis-à-vis du travail sur la notion temps. Donc, il va bien falloir qu'on trouve une autre manière de valoriser l'impact des contributions. Moi, je préférais qu'un client me dise, en fait, notre transformation digitale, ça a tel enjeu pour nous. On est prêt à mettre tant pour une transformation digitale réussie. Et après, débrouillez-vous. Après, on pourra avoir des success fees. Est-ce que je trouve que mon impact est là ou pas? Je dis pas que c'est facile, mais je pense que c'est beaucoup plus valorisant de se dire. Et en fait, moi, j'y ai réfléchi parce qu'en fait, le fait d'avoir plusieurs activités salariées indépendantes, je suis aussi pour Mazars, quand je travaille avec Mazars, présidente du LabRH. Par exemple, le LabRH, ça m'a beaucoup questionné. Je suis bénévole dans cette association. Je le fais en plus, en plus. Et en fait, comme je l'ai bien dit, j'ai toujours peur d'être une impostrice, je peux dire. Enfin bref, j'ai parlé avec mon boss et je lui dis, mais en fait, quand je fais des choses pour l'ABRH, beaucoup de visibilité, notamment, est-ce que je vole Mazars? Est-ce qu'en fait, parce qu'en fait, ça arrive que ce soit un interview le midi, un truc le soir. En fait, je me dis, mais est-ce que je vole Mazars? Est-ce qu'en fait, on va pas me le reprocher de passer du temps pour une autre? Donc j'en ai parlé ouvertement. Je lui dis, mais en fait, mais tu t'y retrouves entre la manière dont tu me rétribues, ce que t'attends de moi comme contribution. Et en fait, c'était hyper intéressant parce qu'il me dit, ça n'a rien à voir au temps passé. Quand tu passes du temps à l'ABRH, on va se le dire, tu crées de la valeur aussi pour Mazars. Parce que t'es visible pour le LabRH, mais les gens savent aussi que t'es DRH de Mazars. Donc en fait, quelque part, tu contribues à l'image de Mazars. Et ça a une valeur. J'arrive pas à te la quantifier, mais c'est une valeur, elle est pas dans ta fiche de poste. Donc quand tu travailles pour la BRH, en fait, tu crées de la valeur pour Mazars. Pourtant, tu vois. Et donc ça m'a vachement questionné sur, c'est pas une question
de temps passé au bureau pour telle fonction. Je pourrais ne rien faire et être que pour Mazars et je créerais pas du tout la même valeur. Et en fait, j'ai envie de dire, en fait, c'est ça qu'on devrait valoriser chez les gens. C'est la valeur. Oui, il y a des gens qui apportent plus de valeur ou plus d'impact. Et c'est indépendamment du niveau d'intelligence, du diplôme et tout. Je veux dire, on a des gens qui sont pas diplômés et qui sont très impactants dans leurs organisations. En fait, et c'est ce qui fait que il y a des personnes plus clés que d'autres. Et en fait, c'est pas forcément pour le temps qu'elles passent au travail. Et justement, le multi-activité dont tu parles, que toi tu expérimentes au jour le jour, est-ce que tu penses que c'est un moyen aussi d'éviter que les gens partent en faisant du freelance, c'est-à-dire est-ce qu'en leur offrant cette possibilité de sur 15-20% de leur temps de faire autre chose que ce qu'ils font chez Mazars en tant que consultant auditeur, est-ce que ça peut aussi leur permettre de rester chez Mazars, de bien s'y sentir et d'éviter de succomber entre guillemets aux sirènes du freelance, si on peut le dire comme ça. Complètement. Et ça, nous, on l'a vu tout de suite parce que ça fait maintenant, ça va bientôt faire 4 ans que c'est donc dans tous nos contrats de travail, on a enlevé la clause d'exclusivité et surtout on a intégré une clause explicitant le cumul d'emplois possible. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une autre activité à côté de Mazars dès lors qu'elle n'est pas concurrente directement à ce qu'on fait. Voilà, mais ça c'est déontologiquement parce que sinon on va dire ta clientèle elle vient d'où, par Mazars ou voilà. Donc un exemple, le plus répandu c'est des salariés auto-entrepreneurs. Ça on sait que c'est le modèle le plus répandu. Et en fait pendant très longtemps on n'avait pas le droit. Et en fait déjà à l'époque des clauses d'exclusivité, ça remonte à des années. Les gens venaient nous voir en disant voilà j'ai un projet personnel, c'est sur mon temps personnel. Maintenant mon contrat de travail me l'interdit. Est-ce que vous pouvez lever la clause d'exclusivité? En fait, on le faisait déjà à chaque fois. Parce que si j'avais pas fait, c'est pas moi qui aurais gagné. C'était en réaction. En fait, mais c'est surtout que, à contraindre, on perd. J'en suis convaincue. Si je leur avais demandé de choisir, c'est pas moi qu'ils auraient choisi. C'est leur autre activité. Donc, en fait, ce qui est sûr, c'est que lors qu'on l'autorise, eh bien oui, on garde plus nos talents. Et j'allais dire, je vais même plus loin. Ça crée de la valeur pour l'organisation parce que bien souvent, ce qui crée à côté, ça développe d'autres compétences, d'autres richesses. Et à partir du moment où on l'a autorisé chez Mazars, en fait, ils nous en font profiter. Je donne un exemple. Ça peut paraître bête, mais j'ai un consultant, il est DJ professionnel, le reste sur son temps personnel. Bon, quand j'organise des événements chez Mazars, moi aussi, je fais appel à des DJ. Bon, je me dis, en fait, soit je vais faire appel à un inconnu, soit j'ai un collaborateur dont c'est le métier à côté, qui va pour mettre à profit cette compétence-là. Allons jusqu'au bout. J'économise. Si je veux vraiment être factuel, on est capable de rémunérer. Je veux dire, c'est son temps. Il est pas obligé d'être DJ pour Mazars. Mais maintenant, c'est donnant. Souvent, on y trouve un accord financier aussi. En termes de reconnaissance et de valorisation, c'est hyper puissant. La personne se sent hyper fière et les collaborateurs qui voient ça disent mais c'est génial en fait, c'est la personne que je crois. Enfin en fait moi je comprends pas, on ne gagne que sur tous les tableaux. Pourquoi on le fait pas? Parce qu'on a peur. C'est vrai que je pense pas qu'il faille manager l'organisation par la peur. Mais est-ce qu'il y a juste une sorte de plafond quand même parce qu'il faut réguler la chose, il faut pas que la personne passe 70% de son temps si elle est en contrat avec Mazars. Alors nous on a souvent c'est des temps pleins. Donc en fait, effectivement, et elle nous dit je fais ça sur le temps perso. Moi, j'ai une seule règle. En fait, encore une fois, je ne rémunère pas pour le temps passé au bureau, je rémunère pour la qualité du delivery. Voilà. Et donc en fait, il y a un moment, le job, il est fait, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, le nombre d'heures qu'il a fait pour le faire. Enfin, et encore une fois, et moi j'ai connu l'époque où on était tous au bureau, on n'avait pas, ça n'existait pas. La personne qui était surperformante, elle finissait 3 heures avant tout le monde. Franchement, fallait être con pour être surperformant, parce qu'on t'en recalait le double des autres. Mais à la fin de l'année, on te disait, pas toujours, tu vois, tu t'avais fait ton même nombre d'heures. Je veux dire, il y a un moment, si les gens sont performants, autant que ça leur sert aussi, s'ils vont plus vite, voilà. Donc moi, je ne crois pas au temps passé, surtout en plus si on est là-dessus, on va dans des logiques de présentéisme, je suis là pour me montrer, il y a aussi les présents désengagés, enfin en fait, tout ça, c'est comme dire, on travaille à fond la fidélisation. C'est débile, pardon, c'est con. Parce qu'en fait, il y a des gens hyper fidèles, totalement désengagés. Ça détruit de la valeur pour l'organisation. Je préfère avoir que des gens engagés
et qui sont là un bout de temps, Oui. des gens là qui sont toute une vie et qui en fait sont plus du tout en vie. Et c'est une proportion importante chez Mazars, enfin en tout cas de plus en plus importante, des gens qui ont oui. des multi-activités. Alors, en fait, le problème, c'est que maintenant, on l'a mis a priori dans tous les contrats. Donc, en fait, impossible pour nous de le monitorer. Donc, du coup, on a une autre technique, c'est quand même, on a mis en place une charte de bonne conduite parce que oui, il faut expliquer. On est bien d'accord, c'est pas au détriment de la qualité de ton travail. D'ailleurs, c'est pour ça que chez Mazars, on a un process d'évaluation très important et on dit souvent, mais il faut arrêter les vals. Non. Si on veut apporter de la liberté, si on veut apporter énormément de flexibilité, beaucoup de personnalisation des parcours, il faut un cadre très défini. Et le cadre reste la valeur produite. C'est la seule façon de pouvoir aligner les contributions. Donc moi, je crois beaucoup, oui au droit, mais on a un devoir en face qui est à minima, produire ce pourquoi on a été embauché. Donc nous, on a ce système d'évaluation qui en fait est garant. À la fin, on relèvera les compteurs. Maintenant, la manière d'y parvenir, vous êtes hyper libre. D'accord? Et à la fin, si ça délivre, mais c'est pas mon problème de savoir à ce qu'ils font honnêtement. Et d'ailleurs, même, je suis choquée, en fait, les entreprises qui mettent des clauses d'exclusivité. Mais en fait, les gens ne sont pas à nous. En fait, on possède pas les gens. Et en fait, ce qu'il fait sur son temps personnel ne me regarde aucunement. En fait, souvent, on met des règles pour empêcher, parce qu'en fait, managérialement, on ne sait pas avoir les bonnes postures. En fait, et moi, souvent, on me dit, non, mais ce serait plus simple, parce qu'avec toute ta flexibilité, on sait plus ce qu'on doit faire. Ah, mais ça, c'est un sujet de management. C'est pas un sujet de télétravail ou de liberté. C'est des types de réserves qu'on peut avoir de la part d'un manager. En fait, tu fais plein de trucs, tu libères. Donc, du coup, maintenant, on n'ose plus dire non. Ah, mais le sujet, c'est pas le télétravail. Le sujet, c'est ta responsabilité managériale. C'est que toi, dans la situation, tu te sens peut-être pas légitime ou tu ne sais pas comment faire. Je peux t'aider à ça. Mais le sujet, c'est pas le télétravail, c'est pas la liberté, c'est pas l'émancipation. Voilà. Tout ça, en fait, c'est juste, en fait, ça me paraît tellement normal. En fait, qui sommes-nous pour empêcher les gens de vivre leur vie et en plus, ça détruit de l'engagement. Et honnêtement, en faisant ça, les gens se barrent, en fait, tout simplement. Et justement, sur le télétravail, on n'en a pas trop parlé, je voulais y revenir. C'est quoi votre politique? Parce que c'est vrai qu'avec le Covid, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de clients qui tolèrent maintenant le fait que les consultants soient en télétravail. Du coup, il y a potentiellement un peu plus de confiance, où on fait confiance aux consultants, même s'il est chez lui, on se dit qu'on le paie en tant que client final, mais il est en train de travailler pour nous. Est-ce que ça, déjà, cette mentalité, elle a vraiment progressé pour le client final? Et comment est-ce que vous adressez, du coup, ce sujet du télétravail en interne? Alors, le télétravail, effectivement, ça faisait des années qu'on l'avait, déjà bien avant longtemps à le Covid. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place le télétravail pour casser la culture du présentéisme. C'était un parti pris très fort. C'est dire, en fait, les gens qui restent au bureau pour se montrer à 21h en disant, moi j'en avais ras-le-bol d'entendre à 19h, t'as pris ton après-midi. Non mais parfois tu dis, reprenons bon sens quand même. Ou les matinaux. Alors faut pas être matinal à Paris, hein, parce qu'en fait personne sait à quelle heure t'arrives. Par contre tout le monde note à laquelle tu pars. Mais les gens qui partent à 18h, ils étaient peut-être là depuis 7h du matin, personne les a vus. Donc en fait il y a un moment, donc on a mis en place le télétravail en disant en fait on va déstructurer une organisation type qui fait que les gens quand ils sont chez eux, personne ne les voit. Et en fait, à la fin, ils sont mis face à leurs propres responsabilités. Ils doivent faire leur job. Ils le font pas. Ils mesureront les conséquences. Ils le font. Ils s'organisent comme ils veulent. Tu veux bosser de 6h à 16h, c'est pas mon problème. Voilà. Dès lors aussi, attention, je suis pas en train de dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, du facing client. Oui. Tu vas pas travailler la nuit quand toute une équipe travaille le jour. Bon, mais voilà. Donc on met quelques garde-fous, mais globalement, c'est pas un nombre d'heures, etc. Donc nous, avant le Covid, c'était une journée, puis 2. En fait, avec le Covid, on a tout repensé. On s'est dit, en fait, le sujet, c'est pas de savoir combien, et encore une fois, on a fait une enquête, 4500 collaborateurs, on va revendre notre charte de télétravail, c'est quoi l'idéal? La réponse qui est arrivée, c'est quand je veux, quand je peux. Je veux que le télétravail soit un outil pour moi, pour optimiser ma contribution. Il y a parfois, je vais perdre 3 heures de déplacement pour une réunion où la moitié des gens sont à distance. Ça n'a pas de sens de venir au bureau. Donc en fait, pour moi, le télétravail est un outil d'efficience. En fait, aujourd'hui, on a différentes tâches. Chaque environnement de travail va apporter ses avantages pour la tâche donnée. J'ai besoin de me concentrer, je vais peut-être rester chez moi. Je veux apprendre, sociabiliser, brainstormer, j'ai besoin d'être physiquement. Donc en fait, on a changé le mindset, on a dit quelle tâche nécessite quel environnement. Et du coup, on a dû revoir notre accord de télétravail qui aujourd'hui est très simple, dit c'est d'abord vous êtes chez le client. Nos métiers sont du facing client. Ne perdons pas ce contact, sinon on va devenir une commodities. Et en fait, pour créer la valeur,
il faut être au plus proche des préoccupations de ses clients. Donc d'abord, on est chez le client. Quand on n'est pas chez le client, on a un temps minimum au bureau à être ensemble. C'est 20% de ce temps-là. Ce 20%, c'est sur le mois. Comme ça, on pouvait... Parce qu'en fait, on avait un problème, c'est que les consultants, quand ils sont 6 mois chez le client, aujourd'hui, il n'est pas prêt à payer ses consultants en 100% remote. Donc, il fallait qu'on ait un truc aussi qui réponde à ceux qui sont à la semaine et ceux qui réfléchissent à des missions au mois ou au semestre. Donc, on a fait un truc beaucoup plus sur le mois en se disant, un consultant, il est peut-être 3 semaines et puis du coup, la semaine d'après, il va pouvoir rattraper son 20%. Et du coup, c'est plus pas ce que vous avez le droit de faire, mais c'est le minimum qu'on doit être ensemble, le minimum le client, et le reste du temps, vous faites ce que vous voulez avec accord du management. Donc en fait, quelque part, on a souhaité et ça c'est un sujet hyper important pour moi, re-responsabiliser le management. Parce que avant, c'était quoi le télétravail? C'est quoi ta règle, Mathilde? Un jour, ok. C'est quoi l'avenant? Ok. Non mais, en fait, n'en faisons pas un sujet de process. C'est un sujet qui doit apporter du sens. Encore une fois, le télétravail, faut y apporter du sens. Donc moi, j'ai voulu re-responsabiliser les managers. Je veux que le manager, il se prononce. C'est très différent de dire, je veux que tu viennes au bureau parce que je veux t'avoir sous les yeux pour voir que tu travailles. Vas-y manager comme ça. C'est à tes risques et périls. Je vais te dire, tu vas perdre tout le monde. Mais c'est très différent de dire, j'ai besoin que vous reveniez parce qu'on va faire un brainstorming. C'est extrêmement important pour nous qu'on soit ensemble, bien alignés. Ça marche pas toujours à distance. L'apprentissage, voilà. Et l'intelligence collective, c'est aussi l'informel. Donc, j'ai besoin, là, les équipes, elles peuvent pas dire non. Ça a du sens, la manière dont. Et en fait, c'était aussi réapporter du sens dans la manière de prendre des décisions managériales. Donc ça, c'est aujourd'hui le télétravail. Bon, force est de constater que c'est quand même, on en est au début de l'histoire. Enfin, c'est le bordel absolu dans le sens où les entreprises qui étaient convaincues d'être 100% remote en reviennent. Parce que moi, je ne crois pas à une organisation où tout le monde est 100% remote. Je n'y crois pas. Et d'ailleurs, tout le monde était malheureux pendant le Covid. Tout le monde disait, il n'y a plus de socialisation, il n'y a plus d'informel. Puis maintenant, tout le monde va être 100% remote chez soi. On est un peu schizophrène. Donc en fait, c'est la possibilité mais d'ailleurs, il y a très peu de gens qui s'épanouissent intégralement dans le 100% remote et pas dans nos métiers. On vient pas dans les métiers du conseil de l'audit. On vient d'abord parce que c'est des métiers d'équipe, d'hommes et de femmes et de sociabilisation. Donc, si on est pro 100% remote, c'est qu'en général, on n'aime pas les fondamentaux de nos métiers. Donc, en fait, ça marche pas du tout. Maintenant, effectivement, on a un sujet avec les clients qui payent cher et en fait, ça questionne. Ils sont rassurés quand ils voient les consultants. C'est toujours le cas d'ailleurs, ça? C'est toujours un peu le cas. Ça n'a pas vraiment changé fondamentalement suite au Covid, ces mentalités-là? Dans les métiers de l'audit, plus. Et c'est un problème. Les clients veulent moins nous voir parce qu'on est vu comme plutôt des contrôleurs. Donc en fait, non, il faut qu'on soit avec vous. Parce qu'on ne veut pas être que des gens posturaux qui viennent contrôler les travaux finis. C'est pas notre enjeu. Si on veut créer de la valeur, faut être avec vous, faut comprendre vos business. Mais les consultants, dans le métier du conseil, les clients sont encore quand même... Et en fait, ça montre une chose, c'est qu'ils savent pas ce qu'ils achètent. C'est marrant de dire, ça va me rassurer si je vois mes consultants tous les jours au bureau. Mais en fait, t'as signé un accord, t'as acheté une mission, t'as acheté une finalité, t'as pas acheté un jour. Enfin, et donc, ça montre bien qu'il y a un problème quand même sur la manière de qu'est-ce que le client a acheté. Parce que si ce qui le rassure, c'est de voir les consultants tous les jours, c'est qu'en fait, ils ne voient pas, indépendamment de leur présence, la valeur apportée par le cabinet et la contribution. Donc, ça montre bien qu'il y a un problème, en fait. Parce que, voilà, je pense pas que c'est le fait de voir tous les jours le consultant qu'on se dit la mission avance. Oui, il y a un sujet de confiance entre il y a un sujet de confiance et de valeur perçue. On voit ça nous rassure de les voir parce qu'on voit difficilement autrement la valeur apportée par consultant. Et puis après aussi dans plein de missions du conseil, il faut être chez le client pour bien faire. Donc attention, je dis pas que c'est important d'être en facing client. Et là, c'est vrai que on a des sujets parce que c'est des profils qui veulent aussi un peu de télétravail, mais on a les mêmes sujets dans d'autres industries entre mais les ce qu'on appelle les cols blancs, les cols bleus, les métiers de centraux et les usines par exemple, les sites de production. Et moi je pense qu'aujourd'hui c'est une aspiration de tout le monde de pouvoir changer d'environnement de travail selon aussi ses objectifs. Donc nous donc bien sûr beaucoup de télétravail. Mais c'est plus quand je veux, quand je peux. Moi, par exemple, ce que je constate, c'est beaucoup des demi-journées. Tiens, ce matin, je veux finir quelque chose au calme, je reste chez moi. Puis ce midi, j'ai un déj client, et l'après-midi, je vais en profiter pour aller voir les équipes chez le client ou au bureau. En fait, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on n'a plus personne n'a une journée type de travail. Et donc, en fait, un environnement de travail pour toutes ces tâches,
C'est pas possible. Et c'est vrai que si aujourd'hui on est en charge du télétravail aussi, c'est que les open space ont fait beaucoup de mal parce qu'en fait, moi je crois aux open space et à le flex office. Mais flex office, ça veut pas dire je vais être assis dans un grand open space et je vais devoir faire toutes mes tâches au même endroit. Parce que là, ça devient infernal. Si je dois passer mes coups de fil perso, pro, être concentré, faire une réunion dans le même espace, en fait, on voit bien qu'il y a un sujet. Donc, encore une fois, c'est très pertinent dès lors que c'est vu comme un outil à son organisation de travail, en se disant, en fonction de ce que j'ai besoin de faire, quel est le meilleur lieu de travail. Et aujourd'hui, la maison en est un. Mais ça doit pas être le seul. Et je suis pas convaincue que les modèles 100% remote fonctionnent. Et juste pour donner un ordre de grandeur, tu penses que 80% du temps est passé encore chez le client pour un consultant? Non. Ah oui, consultant, certains oui, mais d'autres non, hein, je constate. Alors après, il y a le niveau d'expérience, parce qu'en fait, dans les métiers du conseil, les jeunes sont rarement directement vendus en clientèle. On recrute des jeunes dans nos métiers parce qu'on les forme pour être consultants seniors. Mais les consultants les plus recherchés par nos clients, ce sont avec un certain niveau de seniorité. Et donc, plus on va, en fait, c'est étonnant, contrairement à d'autres métiers, plus on va monter en seniorité, plus certains ont des taux de présence client très forts. Parce que c'est ces profils-là qui sont vraiment recherchés par nos clients et qui sont attendus. Mais globalement, je dirais, selon les métiers, on est quand même entre 60 et 80% du temps en clientèle. Beaucoup moins dans d'autres métiers comme le commissariat aux comptes ou l'expertise comptable aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'avais justement plutôt l'image d'un manager, senior manager qui a plusieurs missions, jongle avec plusieurs clients et du coup, il est pas forcément là et peut-être moins là chez le client final qu'un consultant junior qui va lui faire sa mission exclusive chez ce client-là. Alors non, nous on se rend compte que les consultants expérimentés sont en général par rapport à nos différents métiers beaucoup plus demandés en présentiel. Et puis ont ce qu'on appelle du facturable, c'est-à-dire des temps chez le client peut-être plus que dans d'autres jobs où ils sont beaucoup plus en contribution. En fait, encore une fois, la seniorité dans l'expertise consulting, elle est achetée en fait. Les clients, ils ont besoin de dire en fait, c'est cher une mission de conseil et en fait avoir quelqu'un qui a de la bouteille en face de moi, qui a une seniorité, qui voilà, j'ai envie de dire est-ce que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience aujourd'hui, qui a un gros poste, a envie d'être conseillé par quelqu'un qui a 2 ans d'expérience? Oui, bien sûr. Voilà, donc on observe quand même, même si ça questionne, parce que dans nos organisations, on peut pas attendre ces taux autant de facing clients, parce que comment on les prépare pour être dirigeant, comment on les prépare pour être, par exemple, pour faire du développement commercial. Si on est tout le temps en mission chez les clients, comment on génère du nouveau business, comment on développe des nouveaux clients, et c'est aussi les expérimentés qui font ça. Donc on essaye de trouver le bon équilibre, mais quand même, on a des associés qui sont beaucoup en clientèle, par exemple. Ça, c'est très vrai dans les métiers du conseil, beaucoup moins dans les métiers du commissariat. Ça dépend de l'associé. Il peut y avoir des associés très commerciaux ou des associés très delivery. Ouais, voilà. Le delivery va plus être en présentiel. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on on peut avoir des associés qui portent eux-mêmes une très forte contribution par une expertise très importante qu'ils ont engrangée. Et qui du coup est très recherché, et donc eux ils sont beaucoup en production. Alors c'est pas la même production que quelqu'un de plus jeune, mais ils vont être beaucoup dans je vais mettre à disposition cette compétence chez le client, donc je vais être beaucoup chez le client effectivement. D'accord. Et quand tu dis le 20%, c'est 20% du temps global dans le mois qui doit être passé minimum. Chez Mazars. Alors minimum. C'est après temps client. Voilà, en fait, c'est sur le temps restant après la clientèle. D'accord. Qu'est-ce qui est le bon taux? Normalement, si on est beaucoup chez son client, peut-être que c'est 20% du temps où on n'est pas chez le client, et du coup, ça va être 20% de ces 20%-là à minimum à l'entreprise. En fait, c'est 20% du temps hors clientèle. Oui, donc ça laisse beaucoup de flexibilité quand même. Enfin, beaucoup. Peu importe. Normalement, on rentre tous, en fait, et on a fait un truc très ouvert pour dire, en fait, le télétravail, si on en fait un sujet de process, je pense qu'on apporte beaucoup, on l'utilise pas à bon escient. Si on le voit comme un outil,
Enfin, en fait, tout dépend de la situation, du cadre de travail, de la mission, etc. Donc, on avait besoin, nous, d'un accord très libre pour se dire, en fait, c'est une question d'abord de discernement et de situation individuelle. Je peux pas faire une règle pour les 4500 collaborateurs sur plus de 200 métiers différents. Ça n'aurait pas de sens, en fait. Et d'ailleurs, nos précédents accords à chaque fois posaient des difficultés à une population ou une autre. Donc là, on a fait un accord très ouvert. Normalement, chacun peut y trouver sa propre organisation dans ce cadre ouvert. Et ce fameux 20%, tu juges qu'il est important qu'il soit là, justement pour arriver à garder une culture d'entreprise chez Mazars. C'est pour ça qu'il y a ce 20%. Et complètement. Et en fait, je pense que le sujet aujourd'hui, c'est plus se dire combien de temps j'ai le droit de télétravailler. C'est le temps minimum qu'on doit être pendant lequel on doit être ensemble pour faire corps et projet d'entreprise. Réfléchissez à ça. Parce qu'en fait, sinon on dérive. Et moi, je vois aussi beaucoup de jeunes qui ont débuté dans le marché du travail post-Covid ou Covid et qui, pour eux, aujourd'hui, c'est une donnée intégrante de vous proposez pas le télétravail. Comment ça, je peux pas télétravailler 3 jours? Mais comment tu vas apprendre un métier si t'es la moitié de la semaine, t'es pas avec tes aînés? Comment? Et en fait, il y a un moment, je pense que c'est pas pour tous les niveaux d'expérience. Je pense que quand on est moins autonome, c'est plus difficile de travailler. Quand on est très autonome, on peut plus travailler. Donc, il y a ça. Et en fait, les gens avaient perdu de vue mais en fait, si tu veux être 100% remote, sois indépendant. On revient au sujet premier de qu'est-ce qui caractérise un salarié d'un freelance. Si tu as décidé de salarié, tu as décidé d'appartenir à un projet d'entreprise. Et donc, on voit bien qu'on doit réaborder ces sujets de sentiment d'appartenance, de cohésion, d'alignement, etc. Si on n'a plus ça... On peut devenir une plateforme de freelance, justement. Exactement. Et ce qui différencie, du coup, on boucle un peu la boucle, mais ce qui différencie un cabinet de conseil aussi d'un Malt ou d'un Bluebird ou d'autres plateformes, c'est cet ADN. C'est un projet d'entreprise, c'est un projet commun qu'on va proposer soit à nos salariés consultants, soit aux freelances qui auront décidé de nous rejoindre dans ce projet d'entreprise. Ça arrive, ça? Oui. Oui. Et puis, alors, on a pas mal de freelances qui aujourd'hui travaillent dans nos équipes de conseil, notamment, et on travaille avec différentes plateformes. Mais on a aussi des salariés qui nous quittent, se mettent à leur compte et continuent à travailler pour nous. Oui. Et donc, on voit bien et pourtant, ils sont très attachés à la boîte. C'est pas parce que on n'est pas plus salarié qu'on n'est plus dans la boîte, en fait. Et c'est si on résume ce qui fait une entreprise, une organisation au sens lien de subordination, voilà, ça me questionne beaucoup pour l'avenir. Ça veut dire qu'on va se couper de millions de talents voilà. Et donc moi, je pense plutôt penser plateforme. Le mode de collaboration est peu important par rapport à la raison pour laquelle on a décidé de collaborer. Et donc, ce qui est plus important, c'est le projet d'entreprise, l'alignement, et c'est ce que les cabinets de conseil doivent proposer s'ils veulent attirer, engager des consultants et là, on va poser des sujets d'éthique, de gouvernance, des sujets d'orientation business, de choix de clients, parce que ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les consultants, ils sont plus prêts à servir n'importe qui les yeux fermés. Mais en tout cas, moi, je suis très ouvert aussi, moi, personnellement, à travailler avec des freelances. Mais c'est vrai que je préfère quand même une personne qui est en interne, en lui donnant du multi-activité, en lui faisant comprendre qu'elle appartient à une structure, qui a une structure éthique, etc. Donc, il y a beaucoup de choses pour la garder. Mais je préfère garder une personne, quitte à ce qu'elle travaille à 40% pour une autre activité, mais qu'elle reste chez moi, plutôt que l'avoir en freelance et travailler avec elle via du freelancing. Quoi. Oui, alors c'est sûr que économiquement, à un moment, on va pouvoir se poser la question de la finance. Financière, ça c'est sûr, mais même au-delà du. Oui. Mais parce qu'en fait, moi, je vois pas le freelance comme forcément un mercenaire. En fait, par exemple, je vois des contrats de freelancing sur la durée. Et là, j'ai un bon exemple. Il se reconnaîtra sinon le podcast parce qu'il est en ce moment chez Mazars, qui s'appelle Robin. Mais en fait, on se connaît depuis des années. Je rêvais de l'embaucher dans l'équipe. Je me dis un jour, faut que tu viennes travailler chez Mazars. Faudra qu'on fasse des trucs ensemble. Il travaille dans une autre boîte, etc. Bref, on s'est toujours suivis. Il décide de monter sa boîte et je lui dis, du coup, viens travailler chez Mazars. Et aujourd'hui, il est 2 jours par semaine. Je n'ai pas de date de fin. J'envisage sérieusement me dire, il fait partie de l'équipe sur un mode de collaboration qui n'est pas le salarié. Et je te donne, si tu me dis un jour t'arrêtes, mais comme quelqu'un pourrait démissionner, pas de problème. Mais moi aujourd'hui, je n'ai pas recours à toi en tant que freelance, c'est-à-dire comme une flexibilité de ma masse salariale. Non. Je veux travailler avec toi. Toi, tu veux pouvoir garder ta liberté. Et je peux vous dire que dans la collaboration, à aucun moment je me dis qu'il fait pas partie de l'équipe. Il est moins engagé que les autres. Pas du tout.
Mais donc pour moi, en fait, c'est un mindset. Après, il y a aussi des freelances qui sont mercenaires. Ou qui disent pas plus de 3 semaines dans la même boîte. C'est pas le même profil que des gens qui sont en quête de liberté, mais qui savent s'engager pour une cause. C'est pour ça qu'en fait, on peut construire sur du temps long des projets avec des indépendants. Parce que eux, l'engagement, c'est une notion de mindset plus que de contrat. Et on peut être freelance et dire, en fait, je lui dis, mais s'il faut pendant que 5 ans, tu bosses 2 jours par semaine en tant que freelance, j'ai pas de problème. Parce que je veux que tu travailles avec moi. Et je veux, donc il y a un moment, voilà, moi je voulais travailler avec lui, il me dit, moi je veux travailler de cette manière-là. Après, c'est moi qui choisissais, je veux travailler avec lui. Bon, lui aussi. Bon. Mais si on pousse un peu ça voudrait dire que une entreprise où il y a 50% de consultants salariés et 50% de freelance, mais freelance engagés, pour toi, ça pourrait fonctionner. Ah oui, ou même complètement. Plus de freelance, ça pourrait fonctionner dès lors qu'on a aussi une législation qui est un petit peu plus ouverte sur le sujet. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'entreprise qui porte tous les risques de requalification. En fait, le problème aujourd'hui, un des freins d'ailleurs à l'accès aux freelance, c'est que si on écoute, normalement, j'ai pas le droit de les onboarder, de les former, d'organiser des événements, d'apporter un certain nombre de choses que j'apporte aux salariés. Or, comment on développe un sentiment d'appartenance? Par la formation, par le partage, par les moments de fête aussi, de célébration, de retrouvailles, etc. C'est ça qui crée un sentiment d'appartenance et d'engagement. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est un vrai problème en tant que DRH, la manière dont la législation est pensée aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, je sais pas moi, on pense le recours aux freelance comme soit les freelances c'est des mercenaires, je viens, je repars, 101, ou les employeurs, ça c'est déresponsabilisant, c'est parce qu'ils veulent flexibiliser leur masse salariale, pouvoir couper les vannes. Mais en fait, c'est hyper fermé comme vision de voir les choses. Il y a aussi des employeurs responsables, il y a aussi des freelances responsables et engagés. Et c'est juste qu'il y a un moment, le salariat n'est pas la seule voie de collaboration. Et donc, moi, oui, dans un monde où on arrive à animer, manager, et je suis ouvert et que j'ai des freelances engagés, j'envisage totalement me dire la moitié de mon équipe ou un tiers de mon équipe n'est pas sous contrat de salariat. Pour moi, c'est pas ça qui va, à aucun moment ça a un impact sur la valeur qu'on souhaite produire ensemble. Voilà. Je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est une belle phrase de fin. Et puis merci beaucoup en tout cas Mathilde, notamment de participer à déconstruire tous ces mythes du secteur et arriver à essayer d'innover un petit peu en pratique RH là-dedans. C'est en tout cas très intéressant d'avoir pu écouter tous ces enseignements. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt.